Bonjour à tous, c'est le Selonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Après une victoire contre Pika sur Dressrosa, Zoro est allé sur Zou avant d'aller sur Wano Kuni, la terre des samouraïs, d'où sa grand-mère Shimotsuki Furiko est originaire. Après une excellente prestation sur le toit, Zoro s'est retrouvé contre le second de Kaido, King l'Incendie, un véritable monstre qui a toute la confiance du roi des bêtes, et qui veut faire de lui le roi des pirates. Zoro n'avait pas la puissance pour vaincre King, mais après l'éveil des nouveaux pouvoirs, il parviendra finalement à le vaincre avant d'affirmer vouloir devenir le roi des enfers. Aujourd'hui on parlera de Zoro, de ses prochains combats et de son lien très étroit avec la mort. Merci pour vos pouces bleus sous les vidéos et pour vos commentaires que j'ai toujours avec grand plaisir. Petite sponsor et c'est parti pour parler du prochain roi des enfers. Connaissez-vous les packs shonen suprêmes de Loot Boy? Loot Boy, c'est déjà 15 millions d'utilisateurs dans le monde, 4,6 sur 5 sur Google Play, des crédits, des skins et des items dans les packs premium. Il est en téléchargement gratuit sur Android, iOS, PC ou encore App Gallery. On peut collecter des pièces de loot pour ouvrir des packs gratuitement. Il y a une BD avec une nouvelle histoire chaque semaine et avec les diamants on ouvre des packs premium gratuitement. Deux façons pour les packs, on achète ou gratuitement via les diamants et pas celui de Jose. Les packs sont à 1,69€ ou 125 diamants. Toujours pas celui de Jose. Toute personne qui ouvre un pack peut gagner un tas de choses formidables. Jusqu'à 12 mois Crunchyroll Premium. Jusqu'à 100€ de crédit Amazon. Un tas de jeux comme One Piece Odyssey. 15 pop différentes et bien d'autres encore. Avec Chat Radar, on peut créer un profil et trouver des joueurs qui nous correspondent. Les cartes hors des packs Premium sont des jeux PC. Sur Steam. Pour chaque ouverture de pack, un diamant est ajouté. Tout le monde peut en ouvrir 5 par jour. Via mon lien et avec mon code RyoSensei, vous aurez un pack communautaire avec des diamants, des pièces de loot et plus encore. Ceux qui sont sur iOS, allez sur le site pour entrer le code. 我の国の刀我の国の刀 Dans ma dernière vidéo révélation, je vous ai fait part du fait que j'avais découvert que l'auteur avait fait en sorte de faire des refs via les ascendants de Zoro. L'auteur dit implicitement que Zoro est très lié à Mihawk, Rayleigh et Shiryu. Shiryu de la pluie, Mihawk œil de faucon, Rayleigh seigneur des ténèbres, lié au roi des enfers que veut devenir Zoro. Mihawk œil de faucon, Pin Zoro, le grand-père de Zoro qui est épéiste, œil de serpent. Pin Zoro est en référence aux jeux d'argent. Rayleigh aime beaucoup les jeux d'argent. À travers un seul nom, l'auteur fait une double ref en lien avec Zoro. Le père de Zoro se nomme Arashi. Arashi est un combattant car il a perdu la vie en bataille contre des pirates. Sauf que Arashi n'est pas épéiste. Et Arashi est également une référence aux jeux d'argent. Zoro a dit que pour gagner un combat, il était prêt à s'éloigner de la voie du sabre. Le père de Zoro n'était pas dans la voie, ou alors il a quitté durant sa vie. Le chapitre 49 où on voit Mihawk œil de faucon se nomme Arashi. Arashi qui veut dire tempête. Mihawk apparaît au chapitre qui se nomme Tempête. Et qui est le second de Barbe Noire qui pourrait combattre Mihawk et ou Zoro? Shiryu de la pluie. Pluie, tempête. Le père de Zoro est tempête. Shiryu c'est pour Shiryu. Ryu donc dragon. Ryu Ma, qu'il y a Zoro. Shi veut dire mort. Ryu dragon. La mort du dragon. Avec quelle technique Zoro a-t-il battu King? Dragon en son 3 passions. On y revient après. Shiryu en japonais c'est ça. Le dernier kanji représente également cormoran. La méthode européenne sur la chasse au cormoran est liée à la fauconnerie. Œil de faucon. Shiryu, Mihawk et Rayleigh sont liés à Zoro. Les noms n'ont pas été choisis au hasard. L'auteur a tout calculé. Maintenant on va se concentrer sur l'un des personnages les plus négligés par les fans. Shiryu de la pluie. En fait, Shiryu est extrêmement lié à Zoro. Et bien plus qu'on peut le croire. Et tout nous amène finalement à un énorme combat entre les deux. Un combat qui, vous le verrez, risque de vous choquer littéralement. Tout d'abord, qui est Shiryu? Shiryu était enfermé au niveau 6 d'Impel Down, un niveau que l'on nomme l'éternel enfer. Il faut se poser une question. Pourquoi est-ce qu'Impel Down avait une telle renommée? Pourquoi cette prison était si dangereuse pour les prisonniers et les assaillants? Au-delà de l'aspect géographique et de l'infrastructure, on est dans One Piece. Et dans One Piece, ce sont les plus puissants qui peuvent agir. Dans Impel Down, on enferme de véritables légendes comme Shiki le Lion d'Or. Donc, qu'est-ce qui fait que la prison est aussi sûre pour le GM? Eh bien, ce n'est pas seulement pour Magellan, car Ivankov donne une info capitale. Magellan mis à part, cette prison abrite une seconde force de frappe, le boss des gardiens d'Impel Down, Shiryu, qui a une puissance comparable à Magellan. En prenant en compte les caractéristiques de Magellan, Shiryu est considéré comme étant le plus dangereux. Écoutez-moi bien, la réputation d'impénétrabilité d'Impel Down, c'est pour ces deux-là, Magellan et Shiryu. Si Impel Down avait une telle renommée, c'est parce que dans la prison il y avait 2 forces de frappe. Ces mots sont importants, force de frappe, car Magellan et Shiryu ne sont pas des forces de frappe extérieures mais intérieures. Ils doivent toujours rester sur place, pour frapper en cas d'attaque ou d'évasion. Impel Down est la prison la plus dangereuse au monde. Des marines risquent leur vie, des marines perdent leur vie pour arrêter des criminels et les enfermer Impel Down. Si la force de frappe intérieure n'est pas considérable, ce serait littéralement ridicule. Voilà pourquoi la prison a beaucoup perdu en puissance, après que Shiryu soit fait enfermer. Voilà pourquoi Magellan l'a fait libérer. Et voilà pourquoi Magellan a perdu post-évasion de Luffy. Il faut voir Magellan et Shiryu comme 2 amiraux qui restaient à Impel Down pour éviter toute évasion. Marineford est très souvent gardée par 2 amiraux ou équivalents, Garp et Sengoku, Akainu et Kizaru que l'on voit souvent ensemble. Impel Down c'est pareil, sauf que la prison a perdu Shiryu, qui est désormais avec Barbe Noire. Shiryu a perdu contre Magellan, tout comme Aokiji a perdu contre Akainu, et les deux se retrouvent justement chez Barbe Noire, pour tenir des postes de commandant. D'ailleurs, l'équipage de Teach est fait de pirates ayant subi de lourdes défaites. Shiryu contre Magellan,
Aokiji contre Akainu, les pirates du niveau 6 ou encore Burgess contre Sabo. Voilà entre autres pourquoi l'équipage est aussi intéressant. Il est fait de membres qui n'ont pas perdu leur volonté d'avancer. Ils ont su rebondir, saisir leur chance. Ils se sont évadés, ils sont allés au-delà du clivage historique qui oppose la marine aux pirates. Ils ont accepté un ancien amiral a accepté de les rejoindre. Mais contrairement à Kuzan, Shiryu a mangé un fruit post-défaite. Shiryu peut donc devenir un nouveau combattant qui va nous dévoiler des pouvoirs à la hauteur de ce qu'il représente. Le second de Barbe Noire, le prochain grand adversaire de Zoro, est l'homme qui, selon l'auteur, surpasse Aokiji, un ex-amiral de la marine. Comme dit plus tôt, Zoro veut devenir le roi des enfers, et Mihawk n'est pas très lié à tout ce qui est relatif aux démons, contrairement à Shiryu. À l'époque, il avait des ailes de démon. Il a mangé un fruit du démon. Il était le gardien-chef d'Impel Down, la prison infernale. Il était enfermé au 6e étage, l'éternel enfer. Shiryu est donc symboliquement sorti de l'enfer éternel. Il est ce que l'on pourrait métaphoriquement appeler un démon qui occupe un poste identique au poste de Zoro. Shiryu a un caractère, une mentalité et des agissements bien plus démoniaques que Mihawk. Pour Shiryu, l'auteur s'inspire de Monsieur Bison de Street Fighter, qui est inspiré de Yasunori Kato de Teito Monogatari. Kato est très souvent référencé avec le préfixe Majin, donc démon. Il a des compétences surhumaines et une quasi-immortalité. Monsieur Bison a une tête de mort avec des ailes sur la casquette. C'est ce qu'on retrouve chez Shiryu. Monsieur Bison a des yeux blancs, et l'auteur a montré Shiryu comme ça. Dans la Color Spray du chapitre 1028, l'auteur fait justement référence à Street Fighter, avec notamment Luffy en Ken. Je pense que l'inspiration ne se limitera pas au design et au caractère. L'auteur fera en sorte que Shiryu ait des pouvoirs aussi bons que ceux de Monsieur Bison. Pour l'instant, il ne combat qu'avec épée, et il a mangé le fruit de l'invisibilité. Le problème de ce fruit, c'est que, en l'état actuel des choses, ce n'est pas un énorme gain pour Shiryu. Or, il lui faut justement un gros gain. Le pouvoir de l'invisibilité n'est même pas unique. Avec le Red Suite, Sanji devenait invisible. Queen pouvait devenir invisible. Sanji est tellement rapide qu'il en devient invisible. Le fruit appartenait à Absalom, un homme que le Sanji Thriller Bark a battu. Pour résumer, on a un pouvoir qui n'est pas unique et qui appartenait à quelqu'un de plus ou moins faible. La réflexion est donc la suivante. Pourquoi un tel pouvoir en prenant en compte ses paramètres? La problématique est la même qu'avec le fruit de Luffy. Le Gomu Gomu no Mi. Le pouvoir du caoutchouc n'était pas suffisant. Il fallait autre chose. Il fallait différentes formes, puis un éveil avec de gros pouvoirs. Le Gomu Gomu no Mi est en réalité le Nika Nika no Mi. Le Suke no Mi de Shiryu pourrait donc cacher quelque chose de grand. Quelque chose de bien plus grand que de la simple invisibilité. Pourquoi? Eh bien parce que Shiryu a dit quelque chose de très intéressant. C'est un sacré pouvoir que j'ai obtenu. Dirait-il ça juste pour de l'invisibilité, alors que Queen l'a? Sauf qu'il a d'autres pouvoirs en plus. Le fruit pourrait être en réalité un autre fruit, tout comme le Gomu Gomu no Mi, ou pas. Ce qui importe, c'est qu'il offrira des pouvoirs bien plus grands. Voilà pourquoi il faut parler d'éveil de fruits. Avec des éveils de fruits, on peut avoir des pouvoirs bien plus grands. Quand on éveille son fruit, on entre dans quelque chose d'autre. Avec un éveil, on peut devenir un bien plus grand combattant. C'est avec éveil que Kid et Law ont bien pu blesser, combattre et battre Big Mom. Luffy a battu Kaido avec éveil. Avec éveil, Shiryu ira au-delà de l'invisibilité. On parle alors d'intangibilité. King est un Lunaria avec résistance de Lunaria. Une technique plus puissante qu'une technique à blesser Kaido ne blessait pas King. Zoro a failli perdre la vie. Il aura dû trouver un moyen de blesser King. Il aurait eu besoin d'un énorme power-up. Et à la fin, il a dû tout donner. La victoire s'est jouée à peu car Edma drainait beaucoup de Jackie de Zoro. Zoro a failli perdre. Il s'est donc retrouvé contre un pirate imblessable, mais qui devenait blessable en gagnant en vitesse. Mais qu'adviendrait-il si Zoro affronte un combattant intangible qui est plus rapide que King? King, vitesse boostée. La situation pourrait être critique. L'intangibilité, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Obito avait ce pouvoir avec son Mangekyo Sharingan. Obito était un homme intangible, qui traversait ce qu'il voulait. C'est un redoutable combattant, qui peut affronter beaucoup de ninjas puissants et expérimentés. L'intangibilité, c'est la suite logique contre Zoro. Il a affronté Pika qu'il devait trancher et retrancher, mais qui ne pouvait riposter contre Zoro pendant l'attaque. Il a affronté King qui était imblessable. La suite, c'est Shiryu de la pluie, le pirate intangible qui frappe avec orage. Le Nodashi de Shiryu se nomme Orage, et le père de Zoro se nomme Tempête. Une tempête est une perturbation atmosphérique. C'est du vent rapide qui souffle en rafale. L'orage est une perturbation atmosphérique caractérisée par des phénomènes électriques, souvent accompagnés de pluie. Shiryu de la pluie. Et Shiryu est justement montré comme étant ultra rapide en attaquant. Décomposons Shiryu, comme vu plus tôt. Shiryu donc Shiryu, Shi, mort, Ryu, dragon. Zoro est lié à la mort, dragon pour la légende de Ryuma est du dragon, et la technique a battu King, dragon au son frappation. Shiryu aura des techniques démoniaques comme Magellan, qui a le jugement des enfers, et comme Zoro qui a battu King, avec une technique démoniaque. En technique spéciale, Shiryu pourrait supprimer l'espace. On retrouve cette particularité dans Jojo Partie 4, avec The Hand. Ce pouvoir est, de l'aveu même du protagoniste, très dangereux. Une telle technique correspond mais parfaitement à Shiryu. Dans l'œuvre, il y a beaucoup de techniques qui peuvent immobiliser, et même n'importe qui. Perona, Sugar, Boa, Kuzan, Stussy, mais ces pouvoirs peuvent être annulés, ce qui pourrait ne pas être le cas de Shiryu. Il supprime l'espace d'un bras, d'une jambe, d'une tête ou d'un corps entier, et ça pourrait être irrémédiable. Dans le cas contraire, ça peut être utile pour capturer n'importe qui. Monsieur Bison combat entre autres avec de l'énergie qu'il peut concentrer et lancer, un pouvoir que l'on pourra assimiler au Haki des Rois. Zoro a le Haki des Rois, Shiryu peut avoir le Haki des Rois. On entre clairement dans la phase finale. Le Haki des Rois offensif n'est pas réservé au niveau Yonko. Le Haki des Rois est un don inné, et Don Shinjao affirme qu'il existe beaucoup de personnes qui ont le Haki des Rois.
Au vu des éléments qu'on a, le combat me semble inévitable. Maintenant, tout dépend du scénario. Dans l'histoire, l'inconnu c'est Shanks et son équipage. Un affrontement qui oppose les deux peut éclater. L'équipage de Shanks et l'équipage de Teach, et Shanks peut gagner. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir l'extermination de l'équipage de Teach, ou alors la séparation de l'équipage de Teach. L'eau a bien pris la fuite avec Beppo, après sa défaite. Donc tout dépend du scénario, et même en cas de défaite de Teach, un combat qui oppose Shiryu à Zoro pourrait se tenir. On pourrait avoir un combat isolé, ou alors Xebec pourrait le recruter. Certains membres pourraient rester, tandis que d'autres non. Xebec pourrait donc garder, par exemple, ce Impel Down. Il faudrait une bonne raison à Zoro, comme par exemple Shiryu qui élimine Mihawk, l'homme qui a entraîné, nourri et logé Zoro pendant 2 ans. Zoro pourrait vouloir se venger, et Shiryu pourrait même lâcher Orage pour le Kokuto Yuru, s'il considère que c'est une bonne chose. De son côté, Xebec pourrait même, contre toute attente, ôter la vie à Barbe Noire pour récupérer son équipage. Est-ce que tout le monde voudra suivre? On verra bien si ça arrive. En tout cas, Shiryu a théoriquement le potentiel évolutif, via son fruit, de devenir un adversaire assez puissant pour pousser Zoro dans ses derniers retranchements. Dans les SBS du volume 91, l'auteur nous montre à quoi Zoro ressemblera à 40 et 60 ans. Il précise bien, voilà à quoi il ressemblera s'il est encore vivant. À l'âge de 40 ans, il maîtrisera 4 lames, tandis qu'à 60 ans, il en maîtrisera 5. Mais est-ce réellement crédible? L'auteur ne fait pas de blagues, parce que les blagues c'est en dessous, s'il tourne mal. À 40 ans, l'épée dans la bouche est terminée, car ça lui fait mal au dos. À 60 ans, si on lui prête de l'argent, il se prosterne à genoux. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir Zoro qui tourne bien. À 40 ans, 4 épées, 20 ans plus tard, 5 épées. Ça, ce n'est pas crédible. C'est d'autant plus troublant car l'auteur dit « si il est encore vivant ». On en a parlé il y a quelques années, mais c'est toujours d'actualité. La combinaison du « si » et des épées est troublante. Et même plus que ça. À la limite, on pourrait se dire que ce n'est qu'anecdotique. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose d'autre. Zoro a eu Enma qui est lié à l'enfer. Il veut devenir le roi des enfers. Il a toujours le Wado qui fut forgé par Kozaburo, l'homme qui forgea Enma. Zoro a toujours le Sandai Kitetsu, la lame décrite comme étant maudite. Quand il teste le Sandai Kitetsu, Zoro risque son bras. Et donc, un peu son rêve. En perdant un bras, Shanks a perdu en compétence à l'épée. Zoro a donc pris de gros risques pour le Sandai Kitetsu. Il n'a pas hésité à se sacrifier pour sauver Luffy. Il a dit à Kuma, prends ma vie. Il a donc sacrifié sa vie, sa promesse, son ambition. Par ailleurs, Mihawk le dira plus tard, tu as trouvé une motivation plus forte que ton ambition. Zoro est prêt à mourir pour Luffy. Et si Zoro perdait justement la vie, en se sacrifiant plus tard. Après avoir survécu contre Kuma, il pourrait bel et bien perdre la vie pour de bon. En se sacrifiant. Le sacrifice est une option, mais, sur Nigashima, il s'est passé quelque chose qui me fait dire qu'on a encore une autre option. Zoro qui rencontre le Shinigami. Dans le chapitre 1038, Zoro se retrouve devant un Shinigami. Un Shinigami est une divinité de la mythologie japonaise. Il invite et guide les défunts vers le royaume des morts. Il juge le mortel et s'assure que son heure est venue. Dans Naruto, on retrouve un Shinigami qui est invoqué pour une technique interdite, l'emprisonnement des morts. D'ailleurs, dans Shinigami, on retrouve Shi pour mort, comme dans Shiryu. Zoro est donc devant le Shinigami, il affirme que son corps ne bouge pas et lui demande d'arrêter ce qu'il fait. 2 chapitres plus tard, on peut voir Zoro au sol, inconscient. Franky le portera par la suite sans que Zoro ne puisse revenir à lui, et il faudra attendre 1 semaine plus tard pour voir Zoro debout. Entre-temps, rien du tout. Aucune réponse. On ne sait pas de quoi il s'agit. On n'a aucun indice. Selon moi, la réponse se trouve dans les mots de Chopper. Zoro va subir 2 fois les douleurs accumulées. Il aurait pu perdre la vie sur le toit. Puis il enchaîne avec King, donc un second empereur, et les dégâts sont doublés, ce qui veut dire qu'il est censé perdre la vie. Enma draine son Haki excessivement, et en plus, les dégâts sont doublés. Zoro est donc censé perdre la vie. Voilà pourquoi le Shinigami s'est présenté. Il était l'heure pour lui de partir. Zoro est revenu à lui malgré tout ça. La question est, comment? Tout d'abord, il faut se demander pourquoi. La réponse est simple, il veut faire de Luffy le prochain roi des pirates. Ça passe au-dessus de tout. Il a donné sa vie pour Luffy. La promesse est moins importante. Zoro veut tout faire pour que Luffy devienne le roi des pirates. Quitte à perdre sa vie, quitte à sortir de la voie du sabre. On a le pourquoi, voyons le comment. La seule façon logique de sortir d'une telle situation, c'est de passer un accord avec le Shinigami. S'il n'y avait rien derrière, l'auteur n'aurait pas fait de Shinigami. On aurait une réponse rapidement. Là, le mystère reste complet. Pourquoi? Eh bien parce que l'accord sera révélé plus tard. Il faut attendre le bon moment. Le dernier moment. Pour reprendre l'exemple de Naruto, quand on invoque le Shinigami, on passe un accord. On sacrifie notre vie en échange. Le Shinigami prend la vie de l'adversaire et la nôtre en échange. Zoro risque donc de perdre la vie à la fin de One Piece. Et l'auteur n'aura cessé d'y faire allusion tout au long de l'œuvre. Surnom, titre, risque, sabre, sacrifice ou encore rencontre avec le Shinigami. La Color Spray du chapitre 784 avait donné lieu à une théorie très répandue. La mort de Zoro au chapitre 944, le nombre marqué sur la tombe. Dans le chapitre, Zoro n'a pas perdu la vie, mais j'ai eu une certaine réflexion. Et si le nombre n'était qu'un leurre? On ne prend pas en compte le nombre mais tout le reste. L'auteur aura donc prévenu que Zoro perdrait la vie après avoir surpassé Rayleigh et est devenu meilleur que le roi des ténèbres. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.